Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle table ronde, pour cette deuxième journée de la première édition du Salon TechScare France. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin 4 experts qui vont nous accompagner autour de la thématique suivante, la blanchisserie intégrée en EHPAD, s'équiper et former son équipe aux bonnes méthodes. Donc en fait, ce qu'on sait, c'est qu'il n'existe pas de solution universelle en la matière, mais une étude forcément précise au cas par cas. Internaliser ou sous-traiter la fonction linge en EHPAD, c'est à la fois un choix économique, mais aussi de qualité, bien sûr, qui vise au bien-être des résidents et qui participe au principe de bientraitance. Le vêtir en EHPAD, au-delà de la fonction logistique, c'est un outil au service des directions pour investir dans la dimension psychologique, physique et sociale de l'accompagnement en ESMS. Si les vêtements de travail sont certainement un peu plus faciles, on va dire, à maîtriser, le linge de résident est d'une approche plus délicate. Le problème que pose l'entretien de ce linge est à la fois culturel et technique. Il est une fraction de l'identité des résidents, d'où la réticence bien souvent à le confier. Et dans le cas d'une prestation internalisée, il est important de savoir comment s'équiper et former son équipe pour assurer efficacement cette prestation et rassurer les familles. Je vais laisser mes 4 intervenants se présenter rapidement. Je vais commencer par le bout. Serge, je vous en prie. Normalement le micro fonctionne. Ça marche ? Oui. Bonjour à tous, Serge Charles, je suis consultant pour l'hôtellerie et les EHPAD en termes de linge et de blanchisserie, et je travaille essentiellement actuellement à l'internalisation du métier de la blanchisserie dans des EHPAD, en particulier pour le groupe Domussuit, où j'ai fait déjà plus de 150 blanchisseries internes. Merci Serge. Philippe ? Philippe Taboudion, fondateur et président de la société Concorde Textile. Nous sommes fabricants français de produits lessiviels à destination de, bien sûr, des EHPAD, des hôpitaux, blanchisseries, mais aussi pressing en France et beaucoup à l'international. Louis ? Alors Louis Desmézières, chargé d'affaires grand compte pour le groupe Sebi, donc qui accompagne tout type de clients. Donc moi, mes clients principaux, c'est tous les acteurs de la santé, grand compte, donc Domusvie, Colisée, Corian, et aussi l'hôtellerie, donc avec le groupe Accor, Logis, etc. Et Laurent ? Laurent Profine, donc directeur technique de Adelia Textile Care. Donc nous, on s'occupe pour qu'on installe et on maintient, surtout, c'est important, le matériel dans différents domaines. Ça va du pressing à la laverie, aux EHPAD, aux hôtels, partout où la fonction linge se retrouve. Très bien, merci pour cette petite présentation. Je vais faire tout de suite la police du micro avant qu'on démarre. Je vais vous demander de faire attention à bien garder votre micro près de la bouche pour qu'on vous entende bien. La régie me remercie. Alors, j'ai une première question et je vais commencer à la poser à Serge. Quelle tendance notez-vous sur ce marché très spécifique de la fonction linge en EHPAD et à quels enjeux est-il confronté ? Est-ce que vous observez effectivement une tendance forte à la réinternalisation ? Ah oui, la tendance est très très forte aujourd'hui. J'ai personnellement été contacté par la plupart des groupes d'EHPAD français et même d'autres européens. Dont on ne citera pas le nom. Pour justement envisager l'internalisation. Alors, quels sont les enjeux ? Je crois qu'ils sont d'abord qualitatifs, parce que aujourd'hui, les blanchisseurs industriels, pour les blanchisseurs industriels, l'EHPAD n'est pas forcément la cible prioritaire. Et donc, quelque part, beaucoup de groupes d'EHPAD ont l'impression d'être un petit peu des clients de deuxième zone pour justement la blanchisserie. C'est ce qui les pousse en premier lieu à vouloir aller vers l'internalisation. Le second point, c'est l'aspect économique, bien entendu, parce qu'il y a des écarts importants entre les coûts en interne et les coûts en externe, même si ça demande un investissement important au départ. Voilà. D'accord. Peut-être que Louis, sur ce sujet, si tu veux réagir. Alors, comme disait Serge, il y a vraiment un aspect économique qui est important. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est une volonté de bien maîtriser ses flux, de ne pas être dépendant d'une gestion extérieure, et donc d'être dépendant de délais de livraison, de retard, éventuellement de perte de linge aussi.
Et du coup, ça, c'est une tendance forte. Et donc après, plutôt sur les enjeux, ce qu'on note aussi, c'est vraiment la volonté de fournir le meilleur service possible en termes de qualité, d'assurer justement une notion de respect en termes du traitement du linge, de ne pas détériorer les vêtements qui sont vraiment des notions importantes pour les résidents, c'est leur propriété. Et après, en termes d'enjeux, on a tout ce qui est lié à l'ergonomie d'utilisation, le respect des utilisateurs et du personnel en lingerie. Fidéliser le personnel en fait. Ok, donc là tu anticipes un peu sur la suite, mais ok. Est-ce que Philippe ou Laurent, vous souhaitez réagir sur ce point? Non? Très bien. Alors effectivement, du coup, tu as un petit peu anticipé, Louis, sur une de mes questions, à savoir, comme le rappelle l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux dans ses recommandations sur la qualité de vie en EHPAD, en quoi une lingerie de qualité participe à l'humanisation de l'établissement. Je pense que c'est un point vraiment important sur lequel il faut qu'on insiste et qu'on explique bien en quoi c'est le cas. Donc je ne sais pas, peut-être... Vas-y Philippe, si tu veux. Quand un résident va dans un EHPAD, on lui aura, on peut l'exprimer comme ça, à tout prix. La maison, la voiture, ses habitudes, son environnement habituel. Et qu'est-ce qu'il lui reste? Qu'est-ce qu'il reste? C'est en grande partie les objets personnels et surtout aussi les vêtements. Et il est primordial que les vêtements soient bien traités avec soin, qu'on ne les abîme pas. Et alors dans les vêtements, c'est vrai que je vois très souvent, j'entends très souvent dans les EHPAD, surtout aux familles, n'apportez pas des lainages, n'apportez pas des produits compliqués à traiter, on ne sait pas faire, notre sous-traitant ne sait pas faire. Et c'est vrai que pour avoir vu certains, même sous-traitants, quand on sèche les pulls de laine à 70 degrés, ça ne marchera pas. Et c'est une question de respect vis-à-vis de la personne. Et si effectivement on souhaite proposer une prestation de qualité, ça passe par le respect du linge, pas que du plat, mais aussi du linge résident. Et pour pouvoir bien traiter le linge, il faut respecter ces demandes des équipes formées et un environnement technique bien évidemment adapté. Serge, peut-être? Non, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Philippe. C'est vraiment le dernier élément de propriété qui appartient aux résidents. Et donc, c'est la raison pour laquelle le linge résident doit être absolument traité en interne, en priorité, même avant tous les autres linges. Vous souhaitez réagir, Louis? Alors, le vêtement résident, au même titre que tout le linge avec lequel il est en contact tout au long de la journée et sur l'ensemble de l'année, que ce soit le linge de résident, mais aussi tout ce qui est plat, qui est lié directement et en contact avec sa peau. Et ça participe au respect, justement. Traiter de la bonne manière, même le linge qui est en contact avec lui, donc le drap sur lequel il va dormir, la couette qu'il va utiliser, et même, d'une manière générale, les VT avec lesquels il va être en contact, tout le personnel soignant, avoir les bonnes tenues, et ça participe justement au respect. Laurent? Oui, je rejoins complètement. Et effectivement, il y a cette notion de faire comme à la maison, parce qu'il faut avoir cet attachement social, et c'est le lien, et c'est toute la difficulté effectivement avec le travail des lingères, parce qu'effectivement, dans un établissement, dans la blanchisserie intégrée, on retrouve finalement tous les métiers. On va traiter du plat, des vêtements de travail et ce fameux linge de résident, et qui demande, je rejoins le sujet, un bel accompagnement des lingères pour qu'elles soient formées à tous ces types de textiles. On va en parler. Et ces différentes techniques, ouais, complètement. Il y a un point qui est capital à mon avis, c'est la première question à se poser lorsqu'on veut internaliser, c'est est-ce qu'on veut repasser le linge ou est-ce qu'on veut s'en passer? Parce que la calandre, ça prend beaucoup de place, vous pourrez en parler beaucoup mieux que moi, messieurs, et on n'a pas forcément la surface nécessaire pour le faire. Effectivement, et ça aussi on va revenir dessus, Serge. En effet. Donc ce qu'on comprend, c'est que la fonction linge d'un établissement de soins, c'est une fonction de service, bien évidemment. Ah. C'est pas grave. Oui, ouais, il y a des échantillons textiles. Hop, merci beaucoup.
C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Donc, je reprends. Donc, ce qu'on comprend, c'est que la fonction linge d'un établissement de soins, c'est une fonction, bien entendu, de service qui est complexe parce qu'elle impacte évidemment directement la qualité des soins de l'établissement. On vient d'en parler du bien-être des patients et des résidents, mais aussi la sécurité des personnels et l'équilibre budgétaire. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur ces deux points-là. Donc, peut-être là, je vais aller vers toi, Louis. Alors, d'un point de vue budgétaire et d'équilibre du personnel, donc l'internalisation, elle permet de justement mettre en place un process qui est défini, qui permet d'optimiser de la meilleure des manières le lavage et donc d'assurer le lavage du linge avec un process qui est sûr, qui permet à la lingère de travailler dans de bonnes conditions en termes d'ergonomie, donc avec les bonnes machines, tout le bon matériel annexe, que ce soit en termes de chariot, en termes de séchoir aussi, et donc lui faciliter le travail derrière, même à la remise en chambre. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, aller de la chambre à la chambre, donc d'assurer un service de la chambre à la chambre. Je viens collecter le linge, je l'assure par le transport, la phase de pré-tri, de tri, lavage, séchage, remise en forme, et donc après la redistribution. Donc tout ça, c'est un process qui, justement, doit être rodé, ergonomique et non contraignant pour la lingère. Et voilà. Et c'est la notion d'équilibre budgétaire, justement. Et la notion d'équilibre budgétaire, justement, c'est de pouvoir, par le biais de cette internalisation, assurer et maîtriser les coûts pour la structure. C'est-à-dire que je ne vais plus être dépendant de dépenses liées à l'extérieur, de devoir renouveler du linge perdu, détérioré, lié aux familles, justement, qui vont se plaindre de cette perte de linge. Et aussi de pouvoir maîtriser mes coûts lessiviels, matériels, liés à l'entretien, etc. Là où finalement, je ne vais pas subir des hausses tarifaires liées à une sous-traitance ou ce genre de choses. Et tu parles des coûts pour la structure, mais des coûts également, de fait, pour les familles. Oui, c'est ça. Ça, c'est perte aussi de un point linge, important. ouais. Tout à fait. Serge, peut-être là-dessus, votre expertise. Oui, alors en termes économiques, c'est vrai que l'internalisation permet de faire, sur le plan opérationnel, beaucoup d'économies. Moi, je vois après 3 ans d'internalisation dans certains EHPAD, on n'est pas loin de 30% d'économie, hors investissement, bien entendu. Mais 30% d'économie sur une facture blanchisserie, sachant que c'est une des plus grosses factures pour un EHPAD ou pour un hôtel, ça représente beaucoup d'argent et beaucoup d'économies. Et je vois les groupes pour lesquels je travaille, quand ils ont, après avoir fait un business plan et après avoir vu les premiers résultats, ils ont tous envie de totalement internaliser leurs EHPAD. Donc les chiffres parlent. Oui, tout à fait. Et sur le plan donc personnel, je dirais que le vrai souci, c'est avant tout le turnover, c'est le recrutement et le fait de pouvoir fidéliser du personnel. Ça, c'est très compliqué. Parce que les lingères, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. En plus de ça, il y a un gros souci, c'est qu'il n'y a pas de formation qualifiante pour ce métier-là. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, on forme sur le tas. Et en tant que client, je dirais qu'on demande à nos lessiviels et à nos CEBI et autres Andromèdes de venir nous aider à former le personnel pour avoir du personnel efficace qui connaisse bien le métier. Oui, alors Serge, vous anticipez sur une des questions que je voulais effectivement poser. C'est absolument pas un problème parce qu'on peut en parler maintenant. En effet, quid de la formation des lingères? Oui, c'est un problème. Alors comment on le gère? Parce que faire appel à ces partenaires techniques, qu'ils soient de l'univers lessiviel ou de l'équipement, j'entends. Mais c'est pas non plus des formateurs à la base. Donc comment ça se passe concrètement? Allez-y. Alors, nous, ce qui est fait, c'est que déjà l'installation de tout le matériel et tout le process dont je vous parlais avant, c'est qu'il y a une formation des techniciens directement aux opérateurs, voire à la responsable hôtelière, éventuellement la direction des fois qui s'intéresse et qui est importante parce que la direction va en général être moins renouvelée que l'opérateur ou l'opératrice en lingerie. Donc c'est déjà une première formation à la première utilisation. Et donc nous, commercialement, après, l'approche, c'est que tout au long de l'année, de toute manière, on visite 100% de nos clients pendant l'année.
Donc c'est refaire des piqûres de rappel, vérifier que tous les process qui ont été définis en amont sont bien respectés. Est-ce que j'assure bien une désinfection complète? Est-ce que je ne viens pas fausser mon process par la suite lié à des mauvaises habitudes que j'ai prises pendant l'utilisation de mon matériel? Et donc voilà. Et après, l'idée, c'est que suivant les clients, on va vraiment définir un process avec de l'affichage, des choses vraiment très intuitives pour que n'importe quelle personne de lingerie, très bien formée, très expérimentée ou débutante, puisse ne pas être perdue en blanchisserie et pouvoir assurer tous les jours de toute l'année la même qualité de lavage en fait. Laurent, tu voulais réagir? Oui, bah c'est vrai que nous, sur le terrain, on est confrontés effectivement à des personnes qui ont été recrutées par des gens qui, ce n'est pas leur métier à la base, hein, clairement, dans un EHPAD, de recruter cette fonction linge. Donc, comme vous venez de le dire, nous, en tant que fabricants et installateurs, on les accompagne lors de la mise en service. 3 types de formations, je pense qu'on est globalement sur le même volet, hein, l'utilisateur, la maintenance et le personnel encadrant qui lui aussi doit être confronté et comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est un accompagnement en revanche de tous les jours. Le fabricant ou nous, l'installateur, on se calque un petit peu sur cette formation un peu inexistante et surtout qui se fait très vite sur le qui-vive. Parce que les problématiques de recrutement, on est tous aussi confrontés et on se retrouve malheureusement avec des gens qui débutent très souvent et de plus en plus. Donc voilà, c'est de l'accompagnement journalier. On propose également des formations complémentaires tout au long de l'année. Je pense qu'on le fait tous. Hein. Mais comment ça se passe? C'est des formations complémentaires sur lesquelles vous vous appuyez pour le coup sur des organismes de formation, des formateurs indépendants? Nous, on le fait aussi en interne. Voilà, je peux regarder mon ami Philippe, j'avais dit que je te citerais, hein, donc voilà, je l'ai fait, j'ai gagné. Par exemple, Philippe, c'est un peu son job, voilà, par cet intermédiaire, à la fois sur le volet technique, parce qu'il y a le volet maintenance où il faut quand même des entretiens réguliers, et forcément avec des grandes passerelles sur l'utilisation. On va diriger la personne sur des bonnes pratiques, tant sur le traitement du linge, mais sur l'énergie, la sécurité, etc., sur différents volets. Puis après, il y a le volet produit. Je pense que je fais une passerelle également. Hein. Si on parle de linge de résident, entre un pull en laine, du polyester différent, il faut tout connaître. Et en face, on va mettre les produits. Donc nous aussi, nos équipes produits sont là pour accompagner sur le terrain. Philippe, peut-être, si tu veux répondre sur cet aspect justement des produits. Parfaitement. On ne demande pas à ce que le personnel maîtrise la chimie des produits, mais il faut déjà adapter les produits au linge. Très souvent, il y a beaucoup de produits et il faut beaucoup de programmes. Et les lingères sont souvent laissées seules face à leur programme. Déjà, il faut ne pas oublier qu'il s'agit des produits chimiques qui peuvent avoir un impact, bien évidemment, dans ce morceau-là, mais sur la santé. Il y a des émanations de gaz, il y a des émanations, même parfois elles sont en contact tactile avec ces produits-là. Bien maîtriser ces produits qui peuvent être dangereux. On est dans un monde de la santé, on utilise des désinfectants, des produits désinfectants qui peuvent être extrêmement irritants. Et trop souvent, on voit qu'il y a un manque, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, de formation concernant RABC, etc. Mais l'important, et je rejoins Louis, c'est de simplifier au maximum. Pour que... Oui, c'est ça, c'est ce qui ressort finalement, d'aller vers quelque chose de, et non seulement très ergonomique au niveau du matériel, simple à appréhender. Simplifier le produit, simplifier c'est les lingères qui peuvent donner l'information sur l'état, par exemple, de la qualité de nettoyage, les produits, les machines. Les sensibiliser à cela, que ça ne reste pas une boîte noire. Voilà, il y a des pompes, il y a des produits quelque part, et on appuie sur un bouton. Les sensibiliser à ça. Et donc, il faut simplifier, il faut les sensibiliser. Et très souvent, même, je vois par exemple, tout bête, c'est vrai qu'on fait très peu de détachage dans les EHPAD blanchisseries, mais il y en a quand même un petit peu. Souvent, on vaporise. Dans les blanchisseries, on vaporise, mais il n'y a pas d'équipement d'aspiration. Et on ne se rend pas compte qu'à partir du moment où on vaporise des produits chimiques qu'on va aspirer. Et donc, effectivement, sensibiliser, mais voilà, c'est plus peut-être RABC, sensibiliser le personnel à cela. Souvent,
côté équipement, on n'est pas forcément hyper bien équipé concernant la finition ou le traitement du linge en amont. Voilà. Serge, peut-être quelques mots là-dessus, parce que sur le terrain, vous devez rencontrer ce genre de situation. En permanence. En permanence. Et je crois que le maître mot, c'est la simplification. Chez Domusvie, donc ils ont fait le choix de travailler avec Andromède et avec Electrolux, et ils ont simplifié, je dirais, le nombre de programmes en prenant un seul fournisseur textile, en faisant des analyses des produits textiles et en adaptant les programmes de lavage et de séchage justement à ces produits-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on tourne avec 6 ou 7 programmes et très sincèrement, il y a très très peu d'erreurs parce que justement, donc, c'est relativement simple. Aller à la simplification. Et justement, on parle de sécurité et j'aimerais savoir si le cadre légal impose une contrainte concernant la qualité du traitement du linge en EHPAD. Serge, si vous voulez. Alors, légalement, il y a 2 règles à respecter. C'est que la première, tout EHPAD doit proposer une solution de lavage depuis le 1er janvier 2023 auprès de ses résidents, que ce soit en interne ou en externe. La deuxième règle, c'est qu'un directeur d'EHPAD peut être pénalement responsable de toute contamination liée au linge et donc la transmission de maladies nosocomiales d'un résident et surtout liées au linge. Donc, suite à cette responsabilité-là, l'enjeu pour lui, c'est de démontrer qu'il a mis en place toutes les mesures existantes et nécessaires pour éviter ces contaminations-là. Donc finalement, il n'y a pas forcément de règles liées à la blanchisserie en tant que telle. Par contre, l'enjeu, ça va être de prouver que la blanchisserie que j'ai en interne respecte l'ensemble des préconisations qui sont nécessaires pour éviter ces contaminations-là. Donc on en a parlé un petit peu, ces préconisations-là, en mettant en place un process RABC, une blanchisserie barrière, c'est typiquement le genre de préconisation qu'on a pour respecter cette sécurité. Philippe, tu voulais réagir ? Oui, parfaitement. Donc, le directeur de l'EHPAD, il va pouvoir contrôler ceci quand c'est fait en interne, effectivement. Quand c'est sous-traité, c'est plus compliqué. Et même la prolifération bactérienne peut être extrêmement importante quand le linge est transporté sur quelques heures. Voilà, donc, mais comment contrôler cela? On ne va pas pouvoir toujours faire des empreintes, des analyses bactérielles à chaque fois. Donc, mais en interne, on peut mettre en place des process. Oui, effectivement, j'avais un chiffre, on en avait parlé tout à l'heure avec Philippe, 7% des infections nosocomiales peuvent être causées par le linge dans les ESMS. Donc ESMS, établissements, je dis pas de bêtises, établissements sanitaires ou médico-sociaux. Donc c'est quand même un chiffre qui n'est pas anodin en réalité. Laurent, je ne sais pas si tu veux réagir sur ce sujet. Non, mais c'est un des vrais avantages de l'internalisation. C'est cette maîtrise du circuit, qui en plus est un circuit court. Donc c'est vraiment une importance qui est donnée, et c'est d'où le développement d'internalisation ces dernières années. Le but du jeu, effectivement, c'est de maîtriser la chaîne sur sa globalité. En plus, avec cette attention particulière qui est donnée d'une manière générale dans les établissements. Les établissements, on est là pour le bien-être des résidents. Les lingères, souvent, ont les mêmes valeurs qui leur sont incultées. Elles vont rendre du linge au plus près. L'idée, on est au plus près de la chambre. On peut être très réactif également. C'est aussi l'avantage. On l'a vu un petit peu avec le Covid. Cette non-maîtrise où c'est parti, on n'a pas su être sur le qui-vive quand il a fallu réagir très vite et qu'il y avait besoin de textile. Donc là, on réinternalise, on maîtrise des process. Et l'idée, c'est de maîtriser effectivement, peut-être par la RABC, effectivement, qui est une vraie norme et une vraie méthode aujourd'hui qui permet d'appuyer ce circuit. Alors la RABC, justement, on en parle maintenant. Cette fameuse démarche, est-ce que, de fait, elle peut être une réponse adaptée en la matière? Parce que j'entends aussi qu'il y a des problèmes d'espace, de place. Donc, dans quelle mesure est-ce que cette solution, que vous pouvez définir, pour la rappeler à la mémoire de tout le monde, en quoi consiste cette fameuse démarche RABC, est-ce qu'elle est applicable partout et est-ce qu'effectivement c'est une réponse appropriée?
Non, j'ai un chiffre à vous donner pour Domusui. Ça représente 65% des blanchisseries ont une zone propre et une zone sale. Les autres, ce n'est pas possible. On fait tout dans la même. Donc des blanchisseries qui sont intégrées en EHPAD. Hein. Absolument. 65%. Ouais. Pour rebondir un peu sur ce que dit Serge, c'est que nous, la très très grande majorité des nouveaux projets qu'on a liés aux EHPAD, etc., on devait donner un pourcentage, on serait sur plus de 80% des nouvelles blanchisseries qui sont construites avec une configuration barrière, suite au Covid, suite à toutes ces notions dont on évoquait tout à l'heure, de l'aspect légal, etc. Donc voilà, toutes les nouvelles blanchisseries maintenant sont construites en blanchisserie barrière, pour pouvoir respecter derrière les aspects de normes RABC. Et donc avec le matériel barrière machine, le process séchoir, etc., pour pouvoir justement assurer ça. Faut savoir que nous, en plus de ça, ce qu'on fait, en plus du matériel, c'est qu'on va travailler avec des cabinets de formation qui peuvent délivrer derrière des certifications RABC, comme CTC, et qui permettent justement de pouvoir assurer à 100% la non-contamination du linge et de respecter les 12 UFC sur le linge. Moins de 12 colonies par échantillon de linge. Laurent, peut-être tu peux toi donner une définition brève et assez complète de cette fameuse démarche RABC qui en fait est inscrite dans une norme. Oui, qui est inscrite dans une norme. Après, si on veut faire simple, hein, on va se rapprocher du circuit du linge. Tout bêtement, si on veut être très synthétisé, facile, c'est que le sale ne doit jamais croiser le propre et inversement. On rentre d'un côté, on ressort de l'autre, et ça, ce n'est pas que sur les locaux, d'ailleurs, c'est aussi sur le personnel. La tenue qu'il va porter, hein, hors de question de passer de la zone sale à la zone propre avec la même tenue, donc c'est à tout niveau. On parlait de la formation du personnel, mais là on est en plein dedans, parce que là il y a vraiment, ça va jusqu'au lavage des mains, les chaussures, la totale, hein, les chariots dans les chambres. On a souvent vu, voilà, c'est juste pour l'anecdote, hein, des gens qui retirent le linge dans les chambres et dans le chariot d'à côté, ils vont mettre le propre aussitôt. Si on suit la chose jusqu'au bout, il faut la suivre jusqu'au bout d'ailleurs. Il y a des bons guides. Moi, je fais référence aussi au guide qui a été fait par l'URBH, notamment oui, ces derniers temps, qui est très bien fait. Mais la RABC, c'est ça. Mais je reviens un petit peu sur le foncier. Effectivement, ce qui est très bien, c'est que les nouveaux établissements en construction qui se développent prennent vraiment ces normes en référence pour vraiment construire le projet de l'architecte à la maîtrise d'œuvre jusqu'au bout. Mais effectivement, on est très, très souvent confronté à des établissements qui sont déjà là, avec un foncier qui est cher, qui est compliqué. Nous, sur le terrain, c'est un casse-tête journalier, certaines fois, d'aller installer du matériel. Hein. Des énergies non plus qui ne sont pas toujours présentes. Donc il y a tout ça à prendre en compte, mais le foncier ça reste une vraie barrière, sans jeu de mots, pour la mise en place de la méthode RABC. Ouais. Une réaction là-dessus, c'est bon ? Ok, donc on va rentrer... On est plus souvent à un ratio de 0,5 par mètre carré par résident qu'à 0,8 comme le voudrait la norme dans ce métier-là. Effectivement. Alors justement, on parle équipement. De quels équipements sont adaptés dans ces espaces, dans ces configurations qui sont un peu variables, hein, on a compris. Et donc, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour mettre en place un outil pertinent au sein d'un établissement ? Alors, nous, en termes d'équipement, pour assurer un profil barrière de blanchisserie, on va évidemment préconiser l'essentiel, c'est-à-dire une machine, un séchoir, machine barrière évidemment. Et comme le disait tout à l'heure Serge, ce qu'on préconise en plus, c'est des solutions qui permettent d'éviter le séchage-repassage des draps pour pouvoir internaliser l'ensemble du linge. Donc nous, on travaille avec Standard Textile. Donc Standard Textile qui propose différents types de linge qui sont ce qu'on appelle pré-gaufrés et qui en fait évitent le passage en calandre des draps. En fait, on va seulement les laver en machine, les sécher et tout de suite après les remettre en forme, les plier, les ranger dans les chariots et les remonter dans les chambres. Ce qui permet en fait de contenir dans un faible espace toutes les solutions de lavage et de séchage, sans avoir besoin d'avoir un aménagement pour une sécheuse repasseuse qui va nécessiter énormément de place, de l'énergie supplémentaire, etc. Donc ça, c'est une des premières méthodes qu'on utilise. Sur le linge plat, du coup. Sur le linge plat, effectivement. Ce qui est assez pertinent, c'est toutes les notions de marquage, RFID, etc., qui permettent justement
simplifier le process et d'éviter tout ce qui est lié aux confusions dans le linge, etc. Et d'identifier rapidement les porteurs. Donc là, c'est pareil, nous on travaille avec HID, qui est une solution de RFID qui permet de gagner du temps, gagner de l'espace aussi, parce qu'on peut vraiment optimiser l'annexe avec les puces RFID pour contenir justement dans des très petits espaces un process très simple et qui est très facile à utiliser. Philippe? Au début, on parlait de linge résident. Et bien évidemment, c'est minoritaire par rapport au linge plat. Mais si on veut respecter le résident et le linge, il faut aussi pouvoir proposer une qualité de finition intéressante sur le linge résident. Et très souvent, on ne voit pas de vrai matériel. La table repassée domestique ou la table repassée trop petite, pas adaptée ou mal fonctionnelle. Et surtout aussi, bien évidemment, le lingère pas forcément formé. Je parlais tout à l'heure des détachages, donc c'est très artisanal tout ça. Donc, bien évidemment, c'est pas très important par rapport au volume, mais si on veut proposer une qualité de prestation, il faut pouvoir proposer une qualité de finition sur du linge résident. Absolument. Est-ce que, j'ai une question comme ça qui me vient, des tunnels de finition, ça existe en format compact aujourd'hui, hein, les technologies sont quand même... Est-ce qu'on voit ce genre de matériel au sein des établissements? Dans un EHPAD, non, mais enfin non. Petit... Non, il y a un EHPAD juste en face. Je réfléchis un peu tout haut par rapport à cette problématique de finition. Il y a un grand départ en face de mon usine, mais il y a 600 lits et ils ont un tunnel de séchage. Mais des EHPAD à 600 lits, il n'y en a pas beaucoup en France. Hein. Ah non. Dans Moscou, je pense qu'il n'y en a pas. Voilà. Non, mais clairement, on n'en voit pas. Comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, on est confronté à ça tous les jours. Hein. Malheureusement, cette fonction linge, c'est une fonction annexe, alors que c'est un des premiers coûts d'investissement. On a déjà vu des blanchisseries qui sont clairement dans les sous-sols des EHPAD où c'est tout simplement impossible d'aller en fait loger ce genre de matériel. Et c'est encore aussi une fonction un peu banalisée. Effectivement, on va faire le rudimentaire, on va mettre une machine à laver, un séchoir, il commence comme ça. On sous-traite le grand plat à côté, on va se concentrer sur le linge de résident en interne, toujours pour pouvoir servir au plus près et au plus tôt la personne. Mais je n'ai pas de pourcentage en tête, mais on est vraiment confronté à ce problème de place. Ce et que pour moi, de hein. non-considération, on est encore aux prémices pour moi de tout ça. Mais ce n'est voué, je pense qu'on est tous convaincus, hein, ce n'est voué qu'à se développer en tous les cas. Et j'espère que les futurs projets neufs prendront en compte toute cette fonction linge internalisée. Ouais. Je pense que ce que vous disiez, hein, Serge, tout à l'heure, du coup, ça revient à 35% d'établissements où ce n'est techniquement pas possible, en fait. Absolument. Absolument. Donc on est obligé de faire de l'à peu près, ou alors de continuer à externaliser une partie du linge, le linge plat par exemple. La priorité, et c'est ce que j'ai recommandé dès le départ donc à Domusui, c'est d'internaliser le linge résident. C'est le plus important, vous en parliez tout à l'heure et très très bien, à savoir c'est vraiment le seul lien qui reste pour le résident, donc avec sa vie d'avant. Et je n'imaginais pas, quand j'ai commencé à travailler, à quel point justement la perte d'un linge de résident pouvait provoquer du stress pour un résident et de la colère pour une famille. Bien sûr. Donc, on a travaillé dessus et j'avais un petit peu d'expérience dans la puce, dans la RFID, et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé de travailler donc sur la RFID, en particulier pour le linge résident. Et donc, ça offre énormément d'opportunités, aussi bien pour les opérationnels, la gouvernante, pour retrouver, grâce à la zapette, donc un pantalon qui aurait été mis dans la mauvaise armoire. Ça permet d'avoir une bonne gestion du linge, etc. etc. Et aujourd'hui, chez Domusui, ça a été mis en pratique dans quelques résidences. Je crois qu'on ne tardera pas à basculer dans la totalité des résidences, la RFID, parce que ça apporte beaucoup. Oui, effectivement, c'est une question que je souhaitais vous poser sur cette fameuse traçabilité, le marquage du linge du résident. On se doute bien que c'est certainement une des clés
bien entendu, d'une bonne gestion de ce parc textile très hétéroclite, en fait. Chaque directrice ou directeur d'EHPAD qui a pu travailler un petit peu avec la RFID ne veut plus s'en séparer. Je vous donne un simple exemple. Grâce à la puce, vous savez combien de fois a été lavé un pantalon. Donc, si vous avez un conflit avec une famille qui va expliquer que le pantalon de monsieur est déchiré, vous allez pouvoir faire une recherche et vous allez dire, attendez, monsieur machin porte uniquement ce pantalon-là et au cours de la dernière année, il a été lavé 283 fois. Donc, il est certain qu'au bout de 283 fois, votre pantalon, il n'est plus très beau. Donc c'est vraiment l'outil de demain, je pense, pour les résidences. Laurent, Louis, peut-être là-dessus, si vous voulez réagir, parce que je pense que c'est important. Et je vais rajouter une petite question. On parle des puces, on parle de la RFID. Il y a également, on le voit encore beaucoup, je pense, Serge, vous pouvez me le confirmer ou infirmer, du marquage simple, en fait, thermocollé, ce genre de choses. Sûr. Ça existe encore, bien sûr. On est, autant si la fonction linge, on est aux prémices également, mais le marquage, pour moi, passe encore en second plan, alors que des vrais outils existent. Et effectivement, la puce apporte tous ces avantages, mais on voit encore du marquage traditionnel par encollage, voire même, on voit encore parfois les petits rubans attachés avec une épingle à nourrice ou le nom marqué dans l'étiquette, clairement. Donc il y a encore ces choses-là sur le terrain. Pour dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ça va être un long chemin pour eux, mais les outils existent, je pense, et commencent à faire leurs preuves. La puce, clairement, est utilisée, était maintenant éprouvée depuis quelques années maintenant en blanchisserie industrielle. Et il y a des modèles à calquer, clairement, dans les établissements comme ça. Louis, si tu veux réagir. Alors, oui, pour rebondir un peu sur tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que le marquage, il est essentiel. Il permet en fait d'assurer l'ensemble du process et de gagner du temps. S'il n'y a pas de marquage, finalement, on n'assure pas la productivité de la blanchisserie. Au-delà de ça, on ne simplifie pas le travail pour la lingère. Donc on crée du désordre, etc. Donc sans marquage, on ne peut pas bien internaliser une blanchisserie. Après, effectivement, il y a les solutions, ce qu'on appelle traditionnelles, la presse, l'étiqueteuse, et les solutions un peu plus novatrices comme la RFID. Comme disait Serge, plein d'avantages. Il y en a un dernier qui est bien, c'est qu'il permet en fait d'enregistrer toutes les informations dont on a besoin sur le linge. Le linge, finalement, il a une réelle identité. Je peux indiquer son état, ce qui permet aussi de gérer les conflits avec les familles. Si le pull il avait déjà plusieurs trous, quelques taches, je peux l'inscrire sur le vêtement et aussi me dédouaner d'un point de vue de direction en disant que le linge était arrivé dans cet état-là et que c'est pas lié à mon process en interne. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Je voudrais rajouter une chose, c'est que la puce sera demain un outil de contrôle qui permettra, je dirais, d'améliorer la productivité d'une blanchisserie interne. Pour ce faire, il suffira à l'encodage de chaque pièce de mettre le poids de chaque article. Ça vous permettra de charger les machines, que ce soit du linge plat, des éponges ou autres, au bon poids, pour éviter, je dirais, d'avoir à faire plusieurs fois. Je vais vous donner un exemple qu'on a à Lyon. Nous avons donc équipé une blanchisserie et on faisait en moyenne, avant la puce, 98 cycles par semaine. Grâce à la puce, grâce à l'optimisation du remplissage, on est passé à 62 ou 63 cycles par semaine. Ce qui veut dire qu'on a réduit de 30% le nombre de cycles. Donc ça veut dire des économies d'énergie, ça veut dire beaucoup moins d'heures de travail. Et finalement, tout le monde était content. Et aujourd'hui, on n'a pas réduit le personnel, mais on passe plus de temps sur la finition et sur le contact avec les résidents. Très bien. Pas d'autres réactions? Ok. Je voudrais revenir sur les produits lessiviels, Philippe. Parce que tu as évoqué tout à l'heure la dangerosité de manipuler aussi toute cette chimie. Est-ce que sur le marché, et sans forcément parler uniquement que de Concorde, bien sûr, mais il existe des solutions lessivielles qui sont
qui ont une meilleure innocuité, je vais dire ça comme ça, qui sont moins dangereuses, qui sont plus naturelles, qui ne sont pas allergènes pour les résidents et du coup les manipulateurs, hein, les lingères. Alors, pour traiter, si on laisse dehors la partie biocide, désinfection, bien évidemment, elle existe des produits chez nous comme chez nos confrères, des produits dits non allergènes. Alors, c'est un peu compliqué de définir, mais en gros, des produits qui ne risquent pas d'irriter la peau. Donc, par exemple, aujourd'hui, des parfums synthétiques qui irritent la peau, des enzymes peuvent avoir un effet, des tensioactifs, donc il faut concevoir une lessive sans tensioactifs, etc. Des lessives, comme vous dites, naturelles, bio. Parce qu'on oui. on parle beaucoup de oui, tout salon, à fait. Alors avec ça, je peux l'environnement. parfaitement laver du linge de résident, peu souillé peut-être. Alors par contre, je ne vais pas atteindre une désinfection du linge. À partir Et on a quand même cette problématique. à partir du moment où je veux désinfecter le linge, j'ai en gros deux choix, soit la désinfection thermique, et donc je vais détruire un Ce qui certain peut être nombre de compliqué vêtements. sur du linge de résident, effectivement. Ou soit j'ajoute des produits. Et donc les produits désinfectants, par définition, ont un impact sur des espèces organiques, sur des bactéries, les virus, etc. Ce sont des oxydants, donc par définition, nous sommes des êtres vivants, donc forcément un impact également sur nous, c'est nos organismes. Donc un linge ça peut aussi bien désinfecter notre cerveau comme le linge. Donc non, un produit naturel non allergène qui est parfaitement neutre, mais qui désinfecte, je n'ai pas vu encore, mais ça doit peut-être pouvoir s'inventer. Donc ça montre qu'il y a encore des marges de progrès à faire. Il y a aussi chimie. autre chose, c'est qu'il y a la désinfection qu'on peut atteindre avec beaucoup de moyens, même chimiques, et après il y a la réglementation biocide qui est hyper contraignante, donc qui ne nous laisse pas aujourd'hui beaucoup de choix en termes de choix de produits. Je peux très bien désinfecter, mais si je ne rentre pas dans la réglementation biocide, PT2, PT9, etc., voilà. Donc après, ça dépend. Est-ce que l'EHPAD, dans les hôpitaux vie, l'EHPAD, ce n'est pas forcément indispensable, mais ça va peut-être arriver. Prochain Covid, je ne sais pas. On ne va pas se le souhaiter quand même, mais bon. Voilà. Donc il y a toujours, mais bon, il y a quand même le souhait on dit souvent c'est décontaminer. Quand on décontamine, on réserve parfois une machine, une laveuse à la dite décontamination, mais pour moi c'est pas une vraie décontamination. On va ajouter plein de produits chimiques à température très basse, mais bon, ça permet de dessouiller un petit peu. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut imaginer plusieurs programmes, éventuellement, voire une machine carrément pour faire des apparts. Il faut sensibiliser l'opérateur. On revient encore une fois à l'RABC, la formation, qu'effectivement, il n'est pas face à un vêtement, il est face à un nid potentiel de bactéries, de virus, de fungus, etc. Et donc, il faut juste respecter cela. Très bien. Alors, on arrive au bout déjà, ça va vite, hein, de cette table ronde. Je vais vous proposer, si vous avez des questions à poser, Alex est là-bas dans le fond avec le micro, donc n'hésitez pas à vous manifester si vous avez des questions. Oui ? Oui, bonjour. Éric Normand, CTTN Irène. C'est juste c'est plus une réflexion qu'une question et peut-être une réponse. Ce que former les équipes aux méthodes de l'entretien du textile dans les EHPAD, vous avez un avantage, c'est qu'il y a tout de suite du sens à ce qu'ils font, puisqu'il y a les résidents qui sont derrière. Et ce n'est pas évident partout quand les établissements sont éloignés en fait, du loin du distribution, comme vous le disiez. Former ces équipes, c'est aussi pouvoir les qualifier. Et ça, il peut y avoir des outils. J'ai entendu parler de finition, par exemple. Il y a depuis peu de temps un titre sur technicien d'agent d'entretien du textile qui existe, qui est défini en bloc de compétences. Le troisième bloc correspond à la finition, accessible au RNCP, et on peut même travailler avec vous
pour, à la limite, le retravailler, le mettre au répertoire spécifique pour qu'il soit finançable. Donc il y a des choses, se qualifier, c'est aussi important. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup Eric pour cette information assez précieuse, je trouve. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il n'y a pas d'autres questions. Moi, j'en ai une alors. Je voulais quand même vous demander s'il existe des solutions de financement justement pour la formation des lingères. Alors, on en parlait tout à l'heure. Donc, le cabinet CTC que je citais tout à l'heure est certifié Calliope. Donc ça permet de participer justement à trouver des solutions de financement, justement. Donc d'être accompagné sur la validation RABC de la blanchisserie, tout en étant subventionné dessus. Donc comme vous le disiez, Eric, justement sur tout l'accompagnement et la recherche d'aide. Donc oui, effectivement, ça existe. Après, il faut justement avoir, je pense, des bons critères de respect pour y prétendre. Mais oui, ça existe. Donc un directeur d'établissement peut tout à fait se faire accompagner par son partenaire technique, celui qu'il a choisi, pour faire la démarche. D'autant plus que chez Domus Vie, on a écrit un guide des bonnes pratiques qu'on a donné à nos partenaires, donc Andromède en l'occurrence, et qui sont chargés de passer 1 à 2 journées par semestre donc dans les établissements pour expliquer, former, réapprendre, parce qu'il y a beaucoup de turnover donc à chaque fois. Justement, c'était aussi une question que j'allais vous poser. On l'a touché du doigt un petit peu tout à l'heure, hein, cette problématique, et c'est aussi d'ailleurs une des grosses thématiques du salon, hein, l'emploi, la formation et l'attractivité. Et ce que vient de dire Eric est intéressant aussi en ce sens-là, parce que le fait de pouvoir qualifier son personnel, c'est accéder à cette reconnaissance et c'est quelque part un petit peu booster l'attractivité éventuelle sur ce métier. Sur le terrain, j'aimerais beaucoup savoir comment ça se passe pour recruter et fidéliser. Est-ce qu'il y a des leviers que vous identifiez, Serge, par exemple ? Oui, en fait, c'est l'appel aux candidatures en interne. Et on a la chance qu'en interne, donc, ce métier présente un certain nombre d'avantages, comme l'autonomie en particulier. Et on a toujours du personnel qui travaille en étage, qui est candidat pour prendre une place lorsqu'une place se libère. Et heureusement, parce qu'autrement, c'est très, très, très compliqué de trouver du personnel à l'extérieur. Et c'est vrai que, comme l'a dit Eric encore une fois, c'est vrai que ça a du sens tout de suite, en fait. Hein. Quelque part, ça donne un sens tout de suite, hein, le fait de se dire que tu vas traiter du linge de résident, et c'est pour quelqu'un, c'est pour son bien-être, ça pose un sens. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin ? Ou on a fait le tour un peu du sujet ? Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, c'est parfait. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu assister à cette table ronde. Merci beaucoup à mes 4 experts d'avoir joué le jeu. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. À suivre un atelier pour savoir comment fixer ses tarifs en laverie et peut-être même en pressing aussi. À tout à l'heure. Merci.